Il y a un moment dans la journée dont je ne soupçonnais pas l'existence avant d'avoir 4 enfants. C'est autour de 10h30 du soir. Les enfants dorment, la vaisselle est faite, ma femme est montée se coucher. Et la maison prend cette espèce de qualité de silence particulière. C'est pas vide, c'est juste posé. Comme si le bâtiment lui-même, comme s'il expirait. Et j'entre ici, dans cette pièce, avec une seule lampe allumée, puis je m'assois. Je ne sais pas toujours pourquoi je m'assois. Des fois, je vais lire, des fois, je vais écrire, puis des fois, je vais fixer le mur pendant 10 minutes, puis je laisse la journée finir de se défaire en moi. C'est ça que c'est. Puis c'est ça que je veux que ce soit. Quoi que ce soit, toi puis moi, je veux que ça ressemble à ça. T'es ici, je suis ici, la journée est finie, puis on est surtout pas pressé. J'ai pensé au temps aujourd'hui, pas la façon abstraite dont j'y pense d'habitude quand je suis dans une réunion ou que j'évalue un dossier. L'autre façon, celle qui te rattrape quand tu reviens d'un immeuble en novembre, puis que la lumière du ciel, l'espèce de lueur devient un peu orangée pendant une vingtaine de minutes avant de simplement disparaître. Tu sais qu'il va faire beau le lendemain, ce qui est rare au mois de novembre. Puis je suis revenu d'un immeuble cet après-midi. Ça va faire presque 6 ans que je reviens de ce même immeuble-là. Ça m'a frappé. Quand je l'ai acheté, j'avais 3 enfants. Là, j'en ai 4. Puis l'immeuble, il n'a pas tellement changé. Moi, oui. C'est ça, l'immobilier. Je le réalise plus que je vieillis. C'est ça, l'immobilier. Les bâtiments, ils nous survivent. Ils sont patients d'une façon que nous, on ne sait pas toujours l'être. Puis voici ce qui me chicote. Il y a une classe d'actifs dont personne ne parle. Même si c'est celle contre laquelle toutes les autres classes d'actifs se mesurent. Le temps. Ouais. Une classe d'actifs, le temps. L'argent se compose. Tout le monde sait ça. C'est la première chose qu'on t'enseigne dans n'importe quel livre de finances. Généralement avec un graphique qui montre si tu as 10 000 $ aujourd'hui, puis tu l'investis, puis qu'il fait du rendement composé, bien, tu vas le laisser dormir pendant 40 ans, puis magie. Les chiffres sont toujours incroyablement impressionnants. C'est censé être motivant. Mais il y a une chose que le graphique ne te dit pas. Le graphique, il tient pour acquis là, que tu vas être encore là dans 40 ans, que moi, je vais être encore là dans 40 ans. Il ne tient pas compte de l'investisseur qui a paniqué à l'année 7 puis qui a vendu. Il ne tient pas compte de la femme qui a dû se divorcer à l'année 12. Il ne tient pas compte non plus de la famille qui a eu besoin de capital parce qu'il y a eu une urgence médicale à l'année 19. Ça ne tient pas compte de l'entrepreneur qui a failli tout perdre à l'année 8 puis qui a été obligé de tout réhypothéquer. Ça ne tient pas compte non plus de l'investisseur qui s'ennuie puis qui prend des drôles de décisions. Le graphique prend pour acquis qu'il y a une espèce de forme d'immobilité qui n'est pas humain, qui n'est pas réel. Et j'en suis venu à croire, lentement, avec les années, que c'est ça le vrai actif, dans le fond. Pas l'argent. La capacité de laisser l'argent tranquille. Puis il y a une phrase de Howard Marks, célèbre investisseur, un de mes modèles. La phrase me revient sans arrêt. Puis il a dit que le plus important en investissement, c'est pas d'avoir raison, c'est d'éviter d'avoir tort d'une manière dont tu ne pourras pas te relever. La première fois que j'ai lu ça, j'étais pas mal plus jeune. J'ai hoché de la tête, comme je viens de faire là. Comme on hoche la tête devant les choses qui ont de l'air sages, puis qu'on ne comprend pas encore vraiment, mais qu'on pense comprendre. Ça m'a pris probablement 10-15 ans à comprendre. Il a fallu que je vive mes expériences pour vraiment le comprendre, l'intérioriser. Avoir raison, là, c'est un moment
Ça arrive, ça passe, puis le marché continue, puis te teste à nouveau. Survivre, c'est autre chose. Survivre, c'est une posture, c'est une décision que tu prends sur la façon dont tu vas vivre à l'intérieur de l'incertitude. Parce que l'incertitude, il y en a. Surtout avant que l'incertitude arrive, avant même que tu saches c'est quoi cette incertitude-là. Puis il y a des investisseurs que j'ai vus bâtir une vraie richesse. Bien souvent, c'est même pas les plus brillants dans la pièce. J'en ai côtoyé pas mal, des investisseurs au Québec, en France, ailleurs. Puis certains, franchement, ne sont pas particulièrement impressionnants, autant comme investisseurs que comme entrepreneurs. Ils n'ont pas les modèles les plus astucieux. Ils n'ont pas les thèses d'investissement les plus aiguisées. Mais ceux qui ont de très rares, c'est qu'ils sont restés investis. Ils n'ont pas paniqué en 2008. Ils n'ont pas vendu en 2020. Ils ne se sont pas tannés en 2015 quand rien se passait d'intéressant, puis ils ont décidé de changer de stratégie pour avoir l'air plus intelligent. Ils ne sont pas devenus cupides ou agressifs en 2021 puis en 2022. Ils sont juste restés investis. Puis les mathématiques ont fait ce que les mathématiques font. Les mathématiques sont invaincues si tu les laisses rouler et si tu laisses le temps faire son travail. Quand je parle de capital patient, puis je vais en parler beaucoup parce que c'est ce que j'en suis venu à croire de plus important. Je vais être prudent sur ce que je veux dire ici, entre moi et toi. Le capital patient, c'est pas une stratégie. Une stratégie, c'est ce que tu adoptes pour gagner une partie, que ce soit au hockey, que ce soit au foot, que ce soit aux échecs, au paddle. Le capital patient, c'est autre chose complètement. C'est une vision du monde. C'est une décision sur ce à quoi sert le temps que toi tu as. C'est un pari silencieux sur le fait que les gens prêts à planter des arbres sous lesquels ils ne s'assoiront jamais, participent à une économie différente de ceux qui essaient de revirer les semis. Tu ne peux pas faker ça. C'est un mindset. Le marché finit toujours par le savoir. C'est même plus qu'un mindset, c'est vraiment une façon de voir le monde. J'ai vu des investisseurs me dire qu'ils étaient long terme. Puis de m'appeler 3 mois plus tard pour me demander pourquoi la courbe en J n'avait pas encore tourné. C'est fou. J'ai vu ce qu'on appelle des LP, des investisseurs passifs, me dire qu'ils voulaient de l'impact à travers leurs investissements. Puis ces mêmes gens-là bronchaient la première fois que l'impact leur coûtait 20 points de base de rendement sur une petite période de 2-3 ans. Dire qu'on a de la patience puis en avoir, là, c'est 2 engagements vraiment différents. Il y en a un, c'est juste une phrase. Facile à dire. L'autre, c'est une vie. C'est une façon de vivre. C'est une façon d'investir. C'est une façon de bâtir. Il y a un passage de Marc Aurèle, selon moi le plus grand empereur romain de l'histoire, auquel je pense souvent. Marc Aurèle était empereur de Rome. On s'entend, il avait toutes les raisons de croire en sa propre importance. Et pourtant, son journal qu'on possède encore, que tu peux acheter, là, comme ça, 2000 ans plus tard. Un journal qu'il n'a jamais voulu qu'on lise. Ça n'a pas été conçu pour ça. Son journal n'arrête pas de lui rappeler une chose. Quand tu le lis, il va mourir. Ce qu'il bâtit ne durera pas. Son nom va s'effacer. Puis, c'est pas un passage déprimant quand on lit son journal. C'est ça qui est étrange. Quand tu le lis, ça pèse pas, cette morbidité. Au contraire, même je dirais, ça éclaire. Parce qu'il ne conclut pas que rien n'a d'importance. Il conclut le contraire, justement. Il dit, parce que tout finit, la seule chose honnête à faire, c'est le travail qui est devant moi, bien fait, dans le temps, qui m'est imparti. Puis après, je lâche prise sur le résultat. C'est ça, en passant, le plaidoyer original pour le capital patient. C'est ça également le stoïcisme, on pourrait dire. C'est pas un argument financier, c'est un argument finalement philosophique. Tu fais le travail, tu bâtis la chose,
tu gères l'actif, puis tu acceptes dès le départ là, que tu vas le détenir plus longtemps que c'est confortable. Tu vas être dans ton fauteuil chez toi quand les autres vont être en train de faire la fête. Tu vas être à ta chaise de bureau quand les autres vont paniquer. Tu vas être là, investi pendant que les autres vont cash out puis profiter. C'est ça, j'en suis venu à croire. C'est l'essentiel de la vraie compétence en investissement. Je suis père de 4 enfants. Je me considère très chanceux. Mais être père de 4 enfants, ça change définitivement la façon de penser par rapport au temps. Je ne peux plus m'en empêcher. C'est devenu ma lentille, essentiellement. Avoir des enfants, ça te force à avoir cette lentille-là. Ça me fait penser, les immeubles que je touche aujourd'hui, là, les immeubles que je touche aujourd'hui vont loger les petits-enfants de quelqu'un de vivant aujourd'hui. Le capital que je déploie cette année va me survivre de plusieurs décennies si je suis chanceux. C'est pas une métaphore. C'est juste ce qui est vrai. Je pense qu'une des choses qui s'est brisée en finance moderne, c'est qu'on a oublié de penser à cet horizon-là. On a bâti des outils puis des structures d'incitation qui nous poussent tous vers des horizons d'investissement de plus en plus courts. Des résultats trimestriels, des bonus annuels, des taux de rendement internes, mark-to-market à chaque année, des distributions mensuelles, le retour de notre capital en 2, 3, 4 ans. L'horizon de l'actif puis l'horizon de l'investisseur se sont essentiellement déculpés. Puis, plus l'écart s'élargit, plus les décisions deviennent mauvaises des deux côtés. L'investisseur qui est capable de refermer cet écart-là, qui peut détenir un actif sur quelque chose qui ressemble à son propre horizon, cet investisseur-là a un avantage structurel absolument énorme. Pas parce qu'il est plus brillant, parce qu'il s'est simplement aligné avec l'actif en soi. Pensez-y un peu. On est assis dans un immeuble dont on est propriétaire, puis cet immeuble-là était là il y a 150 ans, puis il va être ici probablement dans 150 ans. Nous, non. Ça me fait penser à une phrase. Souvent, je pense ici, tard. L'horizon d'un bâtiment est l'horizon d'une famille. Je ne sais pas où je l'ai prise, cette phrase-là. Je l'ai peut-être inventée. Je l'ai peut-être lue quelque part, puis j'ai oublié où. Mais est en moi, cette phrase-là. Les immeubles que je possède sont pleins de familles. En ce moment, ce soir, pendant qu'on est ici, toi puis moi, puis il y a des lumières de cuisine qui s'éteignent une à une actuellement. Il y a des enfants qui ont fini leur devoir il y a quelques heures, puis qui se couchent. Il y a quelqu'un qui sort son chien. Il y a quelqu'un qui barre une porte. Il y a quelqu'un qui met un alarme. Il y a quelqu'un qui se brosse les dents. Il y a quelqu'un qui vérifie ses enfants, s'assure qu'ils respirent encore. Comme on a tous fait comme parents. Puis dans 20 ans, d'autres familles vont faire les mêmes choses dans les mêmes logements, puis dans les mêmes immeubles. Puis dans 50 ans, encore d'autres familles. Puis dans 100 ans également. L'immeuble ne finit pas quand mon fonds d'investissement finit. Même pas quand ma carrière d'investisseur finit. Le quartier ne finit pas non plus. Il y a quelque chose qui continue avec ou sans moi, avec ou sans toi. Comme investisseur, on doit être conscient de ça. Quand tu commences à mesurer tes décisions contre cet horizon-là, pas l'horizon d'un fonds d'investissement ou l'horizon de ton désir de valeur nette dans 5 ou 10 ans, bien, le bruit devient plus tranquille. Le cycle ou les cycles rapetissent. Les trimestres arrêtent de compter, tu prends des décisions différentes. Le mouvement des taux d'intérêt, ça t'affecte plus de la même façon. Les changements réglementaires, tu prends des risques différents, tu gères tes risques différemment. Tu deviens lentement un autre genre d'investisseur. Tu deviens lentement un autre genre d'homme ou de femme. C'est un avantage concurrentiel suprême. Je vais te laisser sur ceci. L'effet composé n'est accessible qu'à ceux qui restent dans le fauteuil, dans le siège du conducteur. L'argent, l'attention, la discipline, l'amour, les mariages, les amitiés, les entreprises, les réputations, les placements, tout. Il y a une question avec laquelle que je m'assois ici
plus souvent que je voudrais l'admettre quand je considère ce tout-là. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui que je ne serai pas là pour voir finir? J'ai pas toujours de réponse claire. Certains soirs, oui. Certains soirs, non. Mais la question, cette question-là, avec les années, a fait quelque chose en moi, a changé quelque chose en moi. Cette question-là, elle a calmé les choses, elle a clarifié ce qui compte pas. Ça, je pense, c'est la question d'un vrai bâtisseur. C'est la question d'un vrai gardien. C'est une bonne question à emmener avec toi dans le noir, le soir, quand tu penses à pourquoi tu investis en immobilier, pourquoi tu construis des immeubles, pourquoi tu bâtis une entreprise. Alors écoutez, la lampe baisse, la journée est finie. Quelle que soit la bataille qui t'attend de l'autre côté du sommeil, quel que soit le carrefour, quel que soit le poids avec lequel tu vis actuellement, ils vont être encore là quand la lumière reviendra demain matin. Alors pour ce soir, le fauteuil, le silence, le fait que j'aie le droit de faire ce travail un jour de plus, que tu aies le droit de faire ce travail-là un jour de plus. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Pas comme une menace, non. Comme une clarification. Comme ce qui fait que ce moment, ce petit moment ordinaire, éclairé d'une lampe, a vraiment de l'importance. Je suis Nicolas Ray. Merci d'être resté avec moi.